Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Dernière semaine, hein? Dernière semaine avant la date fatidique du premier tour des élections législatives. On va continuer à vous faire des débriefs quotidiens. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi à la newsletter qui est tout aussi gratuite que ce débrief et tout aussi quotidienne. Aujourd'hui, on parle de Mélenchon Premier ministre. Aujourd'hui, on parle de... Non. Mais si, dans la newsletter, c'est ça le sujet. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'ai cru dans le débrief. Non, dans la newsletter, on a fait un papier pour analyser ce retour en grâce, en tout cas aux yeux de Mélenchon, de lui-même. Exactement, et de ses soutiens, parce que voilà, hashtag je soutiens Mélenchon partout sur Twitter, chez les Insoumis. Voilà, pourquoi Mélenchon revient sur cette proposition. Enfin bon, bref, si vous voulez nous lire, lisez la newsletter. Vous vous inscrivez sur le site regard.fr et vous mettez juste votre adresse mail et on vous l'envoie tous les matins. Tous les matins. Alors, nous, on ne voulait pas vous parler donc, dans ce débrief de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, mais d'une lettre, d'une missive qui a été publiée dans toute la presse quotidienne régionale, qui a été publiée sur France Bleu, etc., et qui est signée Emmanuel Macron. Donc, c'est assez original sur la forme, puisqu'il utilise les moyens de l'État pour... on ne peut pas dire autre chose que faire campagne, parce que dans cette lettre, alors à la fin il finit par aller voter, mais quand même il déroule toute une partie de son programme, de ce qu'il a fait et puis de ce qu'il veut faire. Donc j'avoue que je suis assez étonné que même la presse quotidienne régionale est acceptée en fait de participer à ça. On verra ce que le Conseil constitutionnel, tu vois, est-ce qu'il va décider que bon bah ça va pas en fait, on peut pas faire ça. C'était comme le discours à la Sorbonne sur l'Europe. C'est un discours qui a été pris dans les temps de parole. Mais pas au départ. Au départ, lui avait dit « Ah non, je vais faire un discours sur l'Europe, je veux pas que ça soit comptabilisé dans la campagne. » Et puis le Conseil constitutionnel a fait chapeau pointu, ça va être comptabilisé dans le temps de Renaissance, quoi. Là, je sais pas... il a payé ? Je sais pas. Dans la presse régionale. Là, non, parce que je pense qu'il a le droit de le faire. C'est un droit de l'État. Oh. Ben ouais, de mettre des encarts. Mais je sais pas. On verra ça, j'avoue qu'on va chercher, on vous l'écrira dans la newsletter de demain. Dans la newsletter de demain, voilà, on va racontera les coulisses de ça. Mais j'avoue, voilà, formellement, c'est assez original parce que c'est vrai que c'est une puissance de frappe énorme qui est déployée par le président de la République. Peut-être, toi, tu as des mots à dire sur le fond de ce qu'il raconte, de ce qu'il propose. Déjà, sur la forme, je veux dire, sur la temporalité, il provoque une élection 3 semaines après le résultat des européennes et 15 jours, donc sur les 3 semaines, on vient de passer déjà 2 semaines, il est encore obligé d'argumenter sur cette décision dont il dit qu'elle provoque de l'inquiétude, de l'incompréhension et de la colère contre lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il est obligé d'y revenir alors qu'on est à quelques jours du vote. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment, il redéploie son argumentaire sur son monde de oui-oui, où il a tout bien fait et qu'il comprend décidément pas pourquoi les gens sont pas contents. Sauf sur un point où il dit qu'il va falloir gouverner autrement. D'ailleurs, il a tellement pris le pas de gouverner autrement qu'il a décidé tout seul de sa dissolution. Non mais sérieux, quoi, c'est juste... voilà. Et puis ensuite, ça c'est la première partie, je dirais, de son courrier. Ensuite, il renvoie dos à dos l'extrême droite et la gauche qu'il appelle l'extrême gauche, avec des arguments pour l'extrême droite qui tiennent plutôt la route. C'est un paragraphe pour chacun. Bon, l'extrême droite, il dit que c'est un projet de division entre les Français d'origine et les Français de papier et que c'est un projet xénophobe et de division. Donc ça, c'est plutôt bien calibré. Pour la gauche, c'est ridicule. Non mais franchement, c'est ridicule parce que ce qu'il met en cause, c'est la gauche, elle voudrait elle voudrait casser la laïcité. Non mais... Oh, ça va bien, oui, la tête. Et puis après, je ne sais plus, il y a un autre argument sur la gauche, je ne sais plus. En tout cas, le premier argument, c'est que la gauche veut casser notre modèle laïque. C'est ridicule. Et c'est ridicule. Et puis le deuxième argument doit être sur le fait qu'on n'est pas, qu'on va mettre les finances publiques à plat, ce que lui
très bien participé à faire. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est du fake news. Ah oui, il dit qu'on ne dit pas comment on va faire les dépenses sociales qu'on promet. Ce qui n'est pas vrai. Évidemment, c'est assez différent de ce que lui a fait. Puisque lui, il a permis que les plus riches... Moi, je ne me remets pas de ce chiffre. Je vous le donne parce que il y a 15 ans, les 500 plus riches possédaient 10% de la richesse nationale. Il y a 15 ans. Ce qui était déjà beaucoup. Aujourd'hui, les 500 plus riches possèdent 40% de la richesse nationale. Donc c'est certain que c'est pas ça que veut faire la gauche, ce n'est pas d'enrichir encore les plus riches, mais peut-être de prendre un peu sur les plus riches pour pouvoir payer les services publics et tout ce qui doit être fait pour que les Français vivent mieux. Bref, donc c'est de la fake news sur la gauche. Ouais, alors moi je pense que cette lettre, elle est aussi à destination de ses propres troupes pour essayer de les remobiliser parce qu'il a un vrai souci en ce moment, c'est ce qu'on appelait auparavant la Macronie, et qui est en train complètement de se déliter. Alors, je vous parle même pas d'Édouard Philippe qui a carrément dit moi, je me taille, genre tout ça, ça m'intéresse plus trop. Il n'y a plus de majorité présidentielle. Il n'y a plus de majorité présidentielle, donc ça veut dire qu'il n'accepte plus le magistère d'Emmanuel Macron au sein de ce magma central. Bruno Le Maire, qui a quand même parlé d'une décision de dissolution qui a été prise par, je cite, les cloportes de l'Élysée. Donc, il faisait plutôt référence aux conseillers qui entouraient Emmanuel Macron qu'à Emmanuel Macron lui-même. Mais ça dit, en fait, le niveau de tension et d'incompréhension qu'il y a entre, des grands ministres ou des anciens premiers ministres, des personnalités clés de sa majorité, et le président de la République. Gabriel Attal lui-même qui dit je ne relèverai plus de la légitimité de la décision par le président. Élisez-moi Premier ministre. Exactement. C'est-à-dire en fait c'est moi qui serai Premier ministre parce que vous l'aurez décidé et pas parce que Macron le voudra bien. Et j'ajouterai une dernière chose pour faire des plateaux télé, parce que ça, c'est pas des informations que j'ai de première main, mais pour faire des plateaux télé avec des journalistes, disons-le, de droite, et donc du coup qui sont très en lien avec les milieux économiques qui, jusqu'à présent, étaient très pro-Macron, trouvaient que sa politique pro-business était super et que ses propositions étaient super. Alors là, tout d'un coup, il y a eu un espèce de changement de vent, et alors ils sont tous vent debout contre Emmanuel Macron, et ça va plus, et pourquoi il a fait cette dissolution, et ça perturbe les marchés, et de toute façon c'est plus lui. Là ils sont déjà en train de penser l'avenir, l'après, ils appellent plus ça la Macronie. Moi ça c'est assez drôle, les journalistes, que je citerai pas, mais peu importe, vous voyez très bien qui ça peut être, enfin du Figaro, des Échos, de la Tribune du Dimanche, etc., me disent les gens qui avant en fait parlaient du macronisme ou de la Macronie, aujourd'hui ne parlent plus en ces termes-là. Ils disent Renaissance, ils disent la future majorité, etc. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de la marque d'Emmanuel Macron dans ce qui était auparavant leur dynamique, quoi. Donc ils cherchent un nouveau poulain parce qu'ils ont bien vu que... Mais à vrai dire, c'est comme dans beaucoup de partis, hein, je veux dire, au début, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui décide là, qui assène, qui veut être Premier ministre, et ses troupes qui disent ouais, il faut qu'il soit Premier ministre. De l'autre côté de l'échiquier politique, à l'extrême droite, il y a Jordan Bardella qui, maintenant, c'est tous les matins, il annonce une reculade. C'est-à-dire, là, la dernière en date, c'était la reculade sur la question de la sortie du marché européen de l'énergie. Alors ça y est, maintenant, ils veulent plus, alors que jusqu'à présent, c'était vraiment très important pour eux. Maintenant, ils veulent plus être... ils veulent rester dans le marché européen de l'énergie, après les retraites, après la TVA. On ne sait pas comment toutes ces décisions sont prises. C'est à peu près comme comme Emmanuel Macron qui prend la décision de la dissolution. C'est-à-dire, c'est tout seul, Jordan et Marine, dans un bureau qui dit si on va faire ça. Il n'y a pas de consultation des militants, il n'y a pas de consultation d'instances représentatives, quelles que soient. Mais c'est vrai que c'est propre à l'extrême droite que d'avoir des partis comme ça, ultra centralisés. Et à leur décharge, j'allais dire que quand tu as 3 semaines pour inventer une campagne, t'as pas, enfin je veux dire, ça fait partie aussi du problème, c'est qu'il n'y a aucun espace démocratique possible. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas... En même temps, ils ne sont pas constitués, ces espaces démocratiques, nulle part. Donc, tu n'as pas tort.
qu'il n'y a pas en beaucoup d'endroits où ça discute. Enfin, je te rappelle quand même juste, de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté de la gauche, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste, à chaque fois que, même pour les accords, à chaque fois ils faisaient un conseil national pour valider s'ils étaient dans l'accord ou pas. Hein. Enfin, je veux dire, il y avait quand même ok, tout se fait très rapidement, mais il y a quand même là, il n'y a pas d'instance. Le mec, il décide de changer des points cardinaux de leur programme sans en informer personne. De la même manière, Emmanuel Macron, je sais pas dans sa lettre qui est-ce qu'il a consulté, tu vois. Genre, il a sûrement écrit pareil avec ses conseillers de l'Élysée, mais il y a un problème en fait dans cette façon de faire de la politique qui est plus qu'une politique de l'offre. C'est-à-dire que genre, ah bon bah qu'est-ce qu'on a à offrir, et donc les politiques pensent que genre ils proposent un programme et puis après c'est comme quand tu es au restaurant, tu choisis genre le meilleur menu. Bah non, en fait ça marche pas comme ça la politique, tu vois. La construction en fait, même la co-construction à plusieurs d'un programme est quelque chose d'important. Donc bon, moi ce truc là où tu as noté ce truc des extrêmes là qui est insupportable, et en fait au bout d'un moment va falloir qu'ils arrêtent, hein, parce que j'espère que dans l'entre-deux tours ils vont se calmer les macronistes et beaucoup d'éditorialistes là à taper à bras raccourcis sur la gauche, et là je ne le pense pas, hein, je suis comment on dit, lucide un minimum, mais c'est dramatique, hein, ça fait tellement de mal au débat public, et ça va finir par faire gagner le Rassemblement national, hein, cette histoire. Moi, je pense que ça ne convaincra personne, d'autant qu'il recommence à se raconter que son bilan, il n'est pas si mal, et que maintenant, il faut donner un nouveau souffle pour la suite, qu'il n'avance aucune idée nouvelle en dehors du fait qu'il a entendu la demande de démocratisation de la gestion et du pouvoir. Voilà. Il y a Rachida Dati qui a dit, dans la même veine que ça, Rachida Dati, hier, qui était interviewée, elle dit ah, mais vous savez, depuis la dissolution, Emmanuel Macron a changé. Non mais c'est drôle, mais ça, ce truc, il a changé, il me l'avait déjà dit en 2019, Nicolas Sarkozy, il l'avait dit 3 ou 4 fois, j'ai changé. Genre, ils ont toujours changé. Ils ont toujours l'impression que eux qui changent, ça pourrait permettre... Alors que qui y croit en fait qu'il a changé? Non mais je pense qu'il a déjà entériné sa défaite, et que donc son enjeu c'est de continuer à être dans le jeu. Jusqu'en 2027, comme il le dit. Exactement. Il réaffirme notamment, après que Marine Le Pen ait dit qu'il ne lui restera plus qu'une chose à faire, c'est à démissionner. Là, il veut... Enfin, il prend date et il se remet dans le... Enfin, il essaye, parce que je pense que la ratatinée qu'ils vont avoir, et c'est certain que ce système de vote au second tour, où tu as les trois... Enfin, ceux qui ont plus que 12,5 qui peuvent se maintenir, ça va être quand même s'il va y avoir un sursaut de mobilisation, de participation, et que donc à 60% pour avoir 12,5%, il faut simplement faire 20%. Enfin faire 20% quand on est un candidat macroniste, ça ne sera pas partout. Hein. Donc il y aura bien souvent des duels. Non, mais il va surtout avoir. C'est ce que je veux dire, c'est que quand bien même il y a 60% de gens qui votent, ça va être surtout des oppositions RN Front Populaire, et que donc la Macronie va être hors jeu. Donc ils sont tous à essayer de construire. Moi, ce que je retiens aussi de la droite actuellement, bon, en dehors de la petite brève qu'on vous met aussi dans la newsletter sur l'éclatement mais total des Républicains, vraiment en 3 parts égales, ceux qui veulent l'autonomie, ceux qui veulent l'alliance avec Macron et ceux qui veulent l'alliance avec le RN, c'est qu'ils sont tous en train d'essayer de chercher une nouvelle alliance, et ça c'est ça qu'essaie de construire Édouard Philippe. Et en gros ils disent des écologistes responsables, donc des socialistes, la Macronie et les LR. C'est cet arc-là qu'ils sont en train de chercher à construire. Je pense qu'ils espèrent le faire au bénéfice d'une Assemblée nationale sans majorité absolue. Donc il faudra bien gouverner la France, et donc il faudra bien trouver une majorité pour gouverner la France. Et que donc ils espèrent réussir ce qui était l'idée de Macron au départ, c'est-à-dire de couper la gauche, et ils espèrent toujours que ça n'aura pas été fait avant l'élection, mais que ça sera fait après, parce qu'il y aura une majorité, il n'y aura pas de majorité absolue, quoi, voilà. Donc je pense que c'est quand même ça, en gros, l'objectif de quelqu'un comme Édouard Philippe, et qui n'est pas à mille de l'objectif initial de Macron, quand bien même il le habille sous un autre nom. C'est ça, ils vont sans arrêt avoir les mêmes objectifs,
mais essayer de les remettre sans arrêt au goût du jour avec des nouvelles personnalités, tu vois. Donc est-ce que c'est Édouard Philippe, est-ce que c'est Gabriel Attal, est-ce que c'est qui va réussir à faire à reconstituer ce magma central. Hier soir, j'étais avec Bournazel sur BFM, qui est le vice-président de Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe. Donc pendant les pages de pub, on peut se parler. Et je dis, mais vous rêvez de vous, quoi. Comment voulez-vous que la gauche s'allie avec vous? Vous voulez la retraite à 67 ans. Enfin, ça va pas la tête. Et c'est là qu'il m'a dit, mais de toute façon, on fait une alliance sur les points sur lesquels on est d'accord. On bâtit un programme sur lequel on est d'accord. Celui-là, on n'est pas d'accord. Ça ne sera donc pas dans le programme de gouvernement. C'est-à-dire que réellement, c'est sur ça qu'ils sont polarisés du côté d'Édouard Philippe, qui essaye de reprendre le lead. Et à mon avis, c'est ça le bloc, je dirais, droite libérale, droite centriste, etc. C'est ça leur projet. Et c'est, voilà, Macron, il veut dire, et moi j'en suis, quoi. Bonne chance à Macron, bonne chance à Édouard Philippe. Je ne vois pas trop comment aucune de ces deux solutions n'est pas une impasse. Ouais. La suite demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.